Les enfants de Timpelbach par Henry Winterfeld. Henry Winterfeld, né à Hambourg en 1901, appartient à une génération qui fut bouleversée par la guerre, puis par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. On sait peu de choses de sa jeunesse, sinon qu'il fit des études musicales. Dans les années 30, il quitte l'Allemagne nazie pour les États-Unis et est l'auteur de plusieurs romans pour la jeunesse. Chapitre 1. Le feu aux poudres. Joseph ne comprenait pas la plaisanterie, et c'est de là qu'est venue toute l'histoire. Joseph, c'est le gros chat noir du boulanger Bollner dans la boutique, toute proche de la librairie de mon père, se trouve sur la place centrale de notre petite ville tyrolienne de Timpelbach. En passant par les toits, ce bon Joseph venait souvent me rendre visite dans ma chambre, et il aurait pu mener une existence fort paisible s'il n'avait par malchance trouvé un tourmenteur, en la personne d'un certain Willy Hawk, un de mes camarades de classe. À maintes reprises déjà, je m'étais querellé à son sujet avec Willy et lui avais ordonné de laisser cette pauvre bête tranquille. Mais j'aurais sans doute mieux fait de m'abstenir, car Willy, qui ne m'aimait guère, ne tenait aucun compte de mes remontrances. Je suis même persuadé qu'il avait principalement l'intention de me faire enrager lorsqu'il joua à Joseph le vilain tour qui devait déclencher toute l'affaire. Willy était un affreux garnement de 12 à 13 ans, redouté de tout le voisinage et qui, à l'époque, faisait naturellement partie des pirates. On appelait ainsi une bande de chenapans dont les farces, les mauvaises plaisanteries et les divers méfaits provoquaient jour après jour la stupeur et la colère de la population. Les parents qui ne, soupç- les parents qui ne soupçonnaient pas l'existence de cette association secrète s'indignaient de l'audace de leurs rejetons et faisaient pleuvoir les punitions sur nous tous indistinctement. Pourtant, mes amis et moi, nous n'avions aucun rapport avec les pirates. Certes, nous ne prétendions pas être nous-mêmes de petits anges, mais il nous était impossible d'approuver certains de leurs exploits qui n'enthousiasmaient que les imbéciles. Leur chef était un certain Oscar Steltner, le fils d'un boucher de la rue des Moines. C'était un gaillard de 14 ans, terriblement fort pour son âge, et que l'on avait surnommé Oscar le Rouge, car il aidait parfois son père à l'abattoir. Pendant un certain temps, le père Stetner avait essayé de venir à bout de son fils en lui administrant à la moindre incartade d'effrayantes corrections. Mais Oscar avait la peau si dure que son père renonça rapidement à ses tentatives d'éducation. Dès lors, le garnement triompha, tandis que l'audace de ces pirates ne connaissait plus de bornes. Ils eurent un jour l'idée de dévisser, subrepticement, la bouche d'incendie sur la place du marché aux chèvres, provoquant ainsi une véritable inondation. Les paysannes venues au marché prirent un bain de pied, leurs paniers de légumes furent emportés par les eaux, des poules et des lapins périrent noyés dans leurs cages. Des clients de la brasserie de l'hôtel de ville, situé en contrebas, virent soudain une trombe d'eau dévaler les escaliers et durent abandonner précipitamment leur chope de bière. Cette fois encore, on ne parvint pas à découvrir les coupables, car les pirates calculaient si habilement leurs coups que les soupçons retombaient sur tous. Le lendemain, le directeur de l'école, M. Bise, nous réunissait tous garçons et filles sous le préau et nous adressait un discours menaçant. Petits misérables, nous cria-t-il. Vous devriez avoir honte, mais puisque vous persistez dans votre attitude, je vous préviens que nous allons prendre des mesures extrêmement sévères à votre égard. À partir d'aujourd'hui, vous ferez chaque soir 1 heure de retenue si vous ne dénoncez pas immédiatement l'organisateur de ces actes de vandalisme, qui ne sont ni drôles ni spirituels. Et nous n'en resterons pas là. Prenez garde. D'habitude, même lorsqu'il crie très fort, Monsieur Bis ne nous impressionne pas beaucoup. C'est en effet un tout petit homme qui, pour un rien, entre en fureur et brandit ses poings au-dessus de sa tête. Avec ses yeux furieux, ses gros sourcils et sa longue barbe, qui lui tombe jusqu'au milieu de la poitrine, il fait irrésistiblement songer à l'un des nains de Blanche-Neige. De là son surnom de Grincheux. Mais ce jour-là, nous n'avions pas envie de rire en écoutant le discours qu'il nous fit au sujet de l'inondation du marché aux chèvres. Discours bien inutile d'ailleurs, car si nous savions tous fort bien que cette inondation était l'œuvre des pirates et principalement d'Oscar, aucun de nous n'osa ou ne voulut dénoncer la bande. Pour ma part, je considère qu'on ne doit pas jamais moucharder. C'est également l'avis de mon ami Thomas. Et si nous discutions justement de cela en rentrant à la maison après le discours du directeur. Thomas finit par Thomas finit par constater que notre seul espoir de salut était de mettre les pirates hors d'état de nuire.
Puisque nous pouvons les dénoncer. Puisque nous ne pouvons les dénoncer, me dit-il, il ne nous reste plus qu'à prendre nous-mêmes l'affaire en main. Il est grand temps. Sinon, nous ne tarderons pas à nous trouver dans un terrible pétrin. Mais comment faire lui demandai-je. Il ne fait pas bon de se frotter à Oscar. Ah, je m'en charge, répliqua Thomas très calme. Mon ami Thomas, dont il serait souvent question au cours de cette histoire, est le garçon le plus remarquable que j'ai jamais connu. Il a le même âge que moi, 13 ans. Comme il est grand et élancé, on ne devine pas à première vue qu'il est extrêmement robuste, mais c'est un sportif accompli, et il lui est même arrivé de battre, dans des compétitions de lutte ou de boxe, des garçons bien plus âgés que lui. Pourtant, ce n'est pas un bagarreur, loin de là. Il est aimable, bienveillant, et, s'il se montre parfois d'une folle gaieté, il est dans l'ensemble d'un tempérament plutôt sérieux. Pendant ses heures de liberté, il donne un coup de main à son père qui est établi cordonnier dans une petite ruelle appelée le Rédaillon, à 5 minutes du marché aux chèvres. Ce soir-là, j'aurais accompagné Thomas jusqu'à chez lui. Nous parlâmes encore longuement des pirates et de leur audace grandissante. Mais nous étions loin de penser que les événements allaient nous obliger à entrer en lutte avec cette redoutable bande. Thomas ne s'était pas trompé en prévoyant qu'Oscar et les siens ne tarderaient pas à nous entraîner dans toutes les catastrophes. À nous entraîner tous dans la catastrophe. Mais je vais prendre maintenant les choses dans l'ordre pour raconter ce qu'il advint de nous, les enfants, lorsque nos parents eurent quitté la ville. J'espère que mon récit sera clair et intéressant car je réussis généralement assez bien en rédaction, à part quelques petites difficultés avec l'imparfait du subjonctif. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Michel Manfred. Mon père est papetier, libraire, et notre maison se trouve sur la place du marché aux chèvres, qui est le centre de Timpelbach. Mes amis me surnomment parfois professeur parce que je porte des lunettes et que je suis parmi les bons élèves de ma classe. J'espère pouvoir passer bientôt au collège moderne de Collersheim, la grande ville voisine, pour y poursuivre mes études. Plus tard, je voudrais être ingénieur. Naturellement, je me sers, pour rédiger cette histoire, de la machine à écrire de papa, car pour un travail de cette importance, il ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser un instrument aussi démodé qu'un crayon et un porte-plume. Mais dès ces premières pages, je dois constater que la dactylographie n'est pas aussi facile que je me l'imaginais. Je fais encore beaucoup de fautes de frappe. Je fais encore beaucoup de fautes de frappe. Souvent, je confonds les voyelles entre elles, et quand par exemple je veux écrire aussi ou maison, il m'arrive de taper yoasi ou miazon. J'oublie parfois les espaces, ce qui donne la naissance à des mots curieux tels que vous devriez avoir honte ou Oscar V. la possidure. De plus, je tape encore très lentement. Mais cela me plaît, et il est probable que, sans cette machine à écrire, je ne me serais jamais décidé à raconter l'histoire de La ville sans parents. Je suis installé auprès de la fenêtre et, de temps à autre, je jette un regard sur le marché aux chèvres, qui fut le théâtre des événements les plus sensationnels de ce récit. C'est sur cette place que débouchent la plupart des rues de notre ville. Elle est entourée de hautes maisons à pignons et possède quelques beaux monuments qui datent du Moyen Âge, en particulier l'église Saint-Mathieu et l'hôtel de ville. Au centre, il y a une belle fontaine qui surmonte la statue de Saint Matthieu. Ce fut sur cette place qu'éclata la bombe, ou plus exactement que se produisit l'incident fatal qui fit déborder la fureur de nos parents excédés par tous les mauvais tours commis au cours des dernières semaines. Par hasard, j'étais à la fenêtre de ma chambre, ce qui me permit de suivre le déroulement de l'affaire jusqu'à dans ses moindres détails. Le chat Joseph sommeillait paisiblement sur le banc placé devant la boulangerie Bollner. Avait-il à la gentille petite chatte blanche avec laquelle je l'avais vue sur le toit de la maison voisine, ou bien à quelque pauvre souris sans défiance qui serait venu se jeter dans ses griffes? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il ne remarqua pas Quoi qu'il en soit, il ne remarqua pas que Willy Hawk s'approchait doucement de lui et lui attachait un réveil matin à la queue. Malgré moi, je dus admirer cet exploit pas désavoué. Malgré moi, je dus admirer cet exploit que n'eût pas désavoué le plus habile des Sioux. Comme le marché aux chèvres était désert, à cette heure, Willy put réaliser cette performance sans être aperçu de nul autre que moi. Et à ma grande honte, j'avoue que je ne chercherai pas à l'en empêcher, car oubliant mon amitié pour Joseph, j'étais soudain curieux de voir comment il allait se comporter avec cet engin en remorque. Son forfait accompli, Willy se retira sous une porte cochère pour observer la scène de loin.
Évidemment, il avait remonté le réveil à fond. 2 ou 3 minutes s'écoulèrent, puis soudain la sonnerie stridente éclata tout près de l'oreille de Joseph. Le chat fit un bond gigantesque, retomba sur ses pattes et fila comme l'éclair à travers la place, poursuivi par le tintamarre du réveil qui claquait sur les pavés. Au même instant, le facteur Kruger débouchait à bicyclette de la rue des Moines. Fou de terreur, le chat lui sauta sur le dos. Kruger donna un brutal coup de guidon, heurta un réverbère et s'étala avec fracas, tandis que sa sacoche s'ouvrait, répandant lettres et paquets dans le ruisseau. Mais déjà le chat était loin, toujours poursuivi par le diabolique réveil. Il s'élançait vers la pharmacie. Debout sur une échelle, le préparateur était justement en train de laver la vitrine avec une éponge et un seau d'eau. Joseph escalada les premiers barreaux de l'échelle et se réfugia sur les épaules du malheureux garçon. Celui-ci perdit l'équilibre et dégringola de l'échelle, entraînant dans sa chute Joseph et le seau d'eau. Une vieille demoiselle qui, par malheur, passait justement devant la pharmacie, fut inondée de la tête aux pieds. Elle poussa un hurlement de terreur et tomba évanouie sur le trottoir. Son cri donna de coup de grâce au chat épouvanté qui fila telle une flèche à l'intérieur de la pharmacie, d'où l'on ne tarda pas à entendre un terrible fracas de verre brisé. Le pharmacien sortit en courant de sa boutique, les bras au ciel en criant d'une voix perçante « Oh, cette sale bête a tout cassé! Cette sale bête a tout cassé !» Et il se rua vers l'avertisseur d'incendie dont il brisa la glace d'un coup de poing. Cette fois, je me hâtai d'abandonner mon poste d'observation et je descendis sur la place de marché aux chèvres pour tenter de capturer Joseph avant qu'il lui dévastait toute la ville. Mais j'arrivais trop tard. Le chat avait déjà quitté la pharmacie et il bondissait à travers une fenêtre de l'hôtel de ville pour tomber dans le bureau du maire. Attirés par les cris du pharmacien, les gens sortaient des maisons et bientôt la place fut noire de monde. On accourait des rues voisines, les curieux se pressaient autour du pharmacien, mais il était si bouleversé qu'il ne savait que répéter. « Cette sale bête a tout cassé !» « Quelle bête ?» lui demandai-je en vain. Le facteur Kruger fendit la foule et s'approcha en brandissant d'une main vengeresse un paquet de lettres souillées par la boue du ruisseau. « C'est ce maudit chat !» rugit-il. La vieille demoiselle sortait maintenant de son évanouissement et commença à glapir des insultes contre l'imbécile qui l'avait douché. Sans l'écouter, le préparateur se tâtait précautionneusement les membres pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. La confusion était à son comble. Nul ne savait exactement ce qui était arrivé. « Au feu, au feu !» cria-t-on soudain de tous côtés. En effet, une épaisse fumée noire sortait par la porte de la pharmacie. Par bonheur, les pompiers arrivèrent quelques instants plus tard et ils noyèrent facilement ce début d'incendie provoqué par le chat qui avait dû briser certains bocaux contenant des produits inflammables. Maintenant, toute la population de Timpleback était réunie sur la place. Seul Willy avait jugé prudent de s'esquiver, pour des raisons que j'étais sans doute le seul à connaître. Soudain, un grand silence se fit car le maire, M. Krog, était apparu au sommet du perron de l'hôtel de ville. Rouge comme la crête d'un coq, sa barbe blanche tremblant d'indignation, il tenait d'une main Joseph serré contre lui, tandis que de l'autre il brandissait le réveil matin. « À qui appartient ce chat ?» demanda-t-il d'une voix tonitruante. Le boulanger Bolner leva timidement le bras. « Il est à moi, monsieur le maire. » « Bolner, est-ce que vous lui avez attaché ce réveil à la queue ?»« Oh, Dieu m'en garde !» protesta le pauvre homme, tout décontenancé par un tel soupçon. « Ah, ce sont là encore les enfants qui ont fait ce coup !» glapit la vieille demoiselle. Il y eut alors quelques secondes d'un silence redoutable pendant lesquelles les enfants échangèrent des regards inquiets. Puis le maire projeta Joseph au bas des marches et fit suivre au réveil le même chemin. « Ce maudit animal m'a sauté en pleine figure !» cria-t-il si fort qu'on l'entendit à l'autre extrémité de la place. « J'en ai assez, assez, assez ! Nous allons en finir avec ces diaboliques enfants, notre patience est à bout. Nous allons en finir une bonne fois pour toutes. »« Bravo !» clamèrent les parents. « Vous avez raison, finissons-en !» Terrifiés par ces menaces, nous avions déjà commencé à reculer lentement. Et lorsque les parents se retournèrent vers nous avec des mines peu rassurantes, nous prîmes nos jambes à notre cou pour nous disperser dans toutes les directions comme une volée de moineaux.